Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ni pour Dev Café ni pour des tutos, mais pour une annonce qui, je pense, vous intéresse, à savoir Flutter 3.3 qui vient tout juste de sortir le 30 août 2022. Et en même temps, il y a aussi Dart 2.18. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais m'attarder sur les 3 articles qui ont été publiés pour, grosso modo, vous faire un petit résumé de ce qu'il y a à en retenir. Donc on va pas faire tous les articles, mais vraiment les principaux points. Et dans un deuxième temps, je vous ferai aussi des vidéos où on s'attardera plus en termes de code. Là, je vais vous faire aussi quelques démos, mais disons qu'il y aura d'autres vidéos avec plus de code que ce que je vais vous présenter là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec Dart 2.18. Et la grosse nouveauté de Dart 2.18, c'est l'arrivée de l'interopérabilité avec Objective-C et Swift. Donc aujourd'hui, si vous ne le savez pas, vous avez ce qui s'appelle Dart FFI, et ça permet d'appeler depuis du Dart du code en C. Et ça se fait de manière directe, donc ça fonctionne dans les deux sens, et ça fonctionne super bien. Et là l'idée, c'est que maintenant, vous allez pouvoir appeler du C, mais également de l'Objective-C et du Swift, mais tout ça, pour le moment, c'est expérimental. Il nous propose dans l'article une petite démo, et bien moi j'ai essayé de la faire fonctionner. Donc l'idée c'est que cette démo elle fonctionne autour d'une classe qui s'appelle NSTimeZone et qui est disponible dans les API de macOS par exemple, et vu que là je suis sur macOS, on va l'essayer tout à l'heure. Et donc typiquement dans ce NSTimeZone, vous voyez il y a un certain nombre d'attributs et on va voir est-ce qu'on peut les appeler. Donc l'idée, comment est-ce que ça fonctionne? Dans le pubspec, il faut appeler FFIGen en lui disant quels sont les headers qu'on veut utiliser, donc j'utilise le header de NSTimeZone, et ça va nous générer automatiquement un énorme fichier totalement imbitable, mais ça c'est pas très grave. Ensuite nous, dans notre code, ce qu'on va simplement faire, c'est dire, donc ici elle s'appelle TimeZone Library, donc là je récupère la fameuse bibliothèque, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je récupère le NSTimeZone. Donc vous voyez ici, il y a tout plein d'exemples, et donc nous on va regarder par exemple là au random is daylight saving time, et donc vous voyez ça a besoin d'une date, et donc on va voir est-ce que ça fonctionne. Donc là j'ai mon objet TimeZone qui vient de NSTimeZone, et j'appelle is daylight saving machin, et là-dessus, donc je vais lui passer l'argument qu'il a besoin, et ça va donc me dire est-ce qu'on est sur la période de temps où est-ce qu'il y a du daylight saving, en l'occurrence c'est true à l'heure actuelle en France. L'avantage c'est que derrière ce qui est écrit là-dessus, en fait j'ai appelé directement du code natif, j'ai même pas eu besoin de faire du await ou des choses comme ça, ça se fait vraiment en direct. Donc j'appelle le code Swift, le code Objective-C sans aucun problème, et ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que dans Swift et Objective-C, il y a la notion de header qu'on retrouve aussi en C++. Donc voilà, c'est grâce à ça que ça fonctionne, mais attention, c'est expérimental. Ensuite, on va regarder dans les autres fonctionnalités de Dart 2.18, et il y a notamment la disponibilité d'une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Cupertino HTTP. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, grâce à cette interopérabilité, un wrapper autour de NSURLSession qui est disponible donc sur iOS, macOS et toutes ces choses-là. Et l'avantage de cette bibliothèque, c'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez la bibliothèque HTTP et que vous voulez faire des requêtes, ça va fonctionner de partout. Mais dans le NSURLSession, il y a certaines spécificités, des fonctionnalités supplémentaires. Et là, l'idée, c'est que dans le HTTP, il y a la possibilité de fournir ce qu'on appelle un client. Et on va pouvoir donc donner un client qui est basé sur NSURLSession, et dans ce cas-là, je peux donner certains paramètres X ou Y. Et tout ça est donc possible grâce à Swift et à Objective-C et cette interopérabilité, donc c'est vraiment super intéressant. Par contre, attention, c'est encore expérimental, donc à voir s'il y a des petits problèmes, mais là dans la démo qu'il nous donne, ça marche super bien. Ensuite, deuxième petite modification dans Dart 2.18, ça concerne l'inférence de type. Donc imaginons que vous avez une liste d'entiers ici. Auparavant, si vous appeliez la méthode fold, sans donner ici le type de x et y, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez l'erreur juste là. Pourquoi? Parce que en fait, Dart n'était pas capable de lui-même de savoir que x et y étaient des entiers. Si par contre vous l'écriviez à la main, ça allait compiler, mais si vous ne l'indiquiez pas, ça n'aurait pas marché. Et donc depuis Dart 2.18, il est capable de déterminer par lui-même que x et y sont des entiers, donc cette écriture-là maintenant fonctionne. Ensuite, dernière petite chose, on va parler du null safety dans Dart 2.18. Donc à l'heure actuelle sur Pub, il y a plus de 100% du top 250 qui est passé en null safety, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est que depuis Dart 2.12, c'est quand le null safety est arrivé en application. Donc au début,
il y a eu ce qu'on appelle le mode Unsound, j'y reviens un tout petit peu, et maintenant il y en a de moins en moins. Et la version Sound, donc la version Null Safety, elle est en constante progression. Alors qu'est-ce que c'est que la version Unsound? C'est tout simplement la possibilité de faire cohabiter des bibliothèques qui sont non Null Safety avec des bibliothèques Null Safety. Donc c'est pour ça qu'en toute logique ça descend. Et là ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est qu'ils avaient pour cible qu'à la mi-2023, il n'y ait plus ce mode de compatibilité, donc le mode Unsound, ce serait totalement supprimé. Voilà, donc ça c'était ce qu'il fallait retenir sur Dart 2.18. Ensuite il y a tout un tas de changements, mais je ne vais pas vous les passer parce que ce serait trop long et tous ne sont pas super intéressants. Mais n'hésitez pas à regarder ce lien-là, je vous le mettrai dans la description comme d'habitude. Maintenant, on va regarder du côté de Flutter et de la version 3.3. Ils annoncent que en termes de package sur Pub uniquement, pour la partie Flutter, il y en a à peu près 25 000, sachant que en général sur Pub, il y a aujourd'hui, j'ai regardé il y a quelques instants, c'est 33 000 packages, donc c'est plutôt pas mal. Et ils indiquent aussi qu'il y a 1000 nouvelles applications qui sont publiées tous les jours, soit sur l'App Store, soit sur le Google Play. Donc là aussi, ça nous montre que c'est en forte progression. Un des changements, c'est l'arrivée d'une nouvelle application de référence qui permet de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors là-dessus, je vous en avais parlé dans un épisode de Dev Café chez moi, sur 2 téléphones Android, elle ne marche pas. Donc pour une application de référence, c'est un peu pas terrible, mais sachez que au cas où le code est à disposition et vous pouvez tout regarder, tout tester de votre côté, sachant que c'est plutôt intéressant parce que si on regarde cette voilà que je montre le code, ça utilise du getIt comme manière d'injecter des dépendances, ça utilise aussi GoRouter si je ne me trompe pas, voilà. Donc voilà, si vous voulez typiquement utiliser ces 2 bibliothèques, voilà, moi je les utilise assez régulièrement, eh bien voilà, n'hésitez pas, c'est un très très bon projet d'exemple. Maintenant on va regarder certains nouveaux widgets qui sont apparus. Donc dans la dernière vidéo que je vous avais faite, il y a le mode où on peut maintenant sélectionner, ça fait la petite loupe, mais j'avais oublié un autre exemple qui est celui donc de la Selectable Area. Donc le problème aujourd'hui qu'il y a en Flutter et typiquement sur le web, c'est que quand vous mettez un texte dans votre code, eh bien il n'est pas sélectionnable. Donc la manière de corriger ça, c'est tout simplement d'utiliser à la place un selectable text, et à ce moment-là, vous allez voir que voilà, il est bien sélectionnable. Mais si on a maintenant 2 textes, eh bien je suis obligé de créer 2 selectable text, et ce qui se passe, c'est que quand je vais sélectionner, j'ai la possibilité d'en prendre un, mais je ne peux pas choisir le deuxième. Et l'idée du Selectable Area, c'est justement de nous permettre d'éviter ça. Donc à la place, je mets 2 textes, et au-dessus, je vais dire qu'ils sont dans un Selectable Area. Et là maintenant, si j'exécute mon code, la différence, c'est que je vais pouvoir sélectionner le premier, mais hop, je peux basculer sur l'autre widget de manière automatique. Et voilà, ça c'est très intéressant. Et vous voyez, je peux même sélectionner les petits chips qui sont en dessous parce que j'ai dit que tout ça était dans ma Selection Area, pardon. Ouais, et d'ailleurs, petit souci là dans le site, c'est pas Selectable Area, ça n'existe pas, c'est bien Selection Area. Si vous regardez, il n'y a pas de Selectable Area. Donc voilà, c'est bien Selection Area qui va donc vous permettre de faire ce que je vais vous montrer. On continue ensuite avec des changements au niveau du trackpad et une meilleure gestion de tout ça. Donc là-dessus, je vous laisse regarder. C'est typiquement si vous faites avec 2 doigts, des choses comme ça va mieux le gérer qu'auparavant. Alors ça va intéresser surtout sur le desktop et éventuellement aussi sur le web. Je passe très vite, mais le support est amélioré et pour le coup c'est quelque chose de très bien. Et également il y a le support du stylet, et donc le stylet de chez Apple qu'on a eu notamment sur les iPads qui s'appelle le Scribble. Alors j'en ai pas donc je peux pas vous faire la démo, mais l'idée de Scribble c'est la possibilité d'écrire, et ensuite comme vous le voyez sur la petite démonstration ici, ça convertit tout ça en texte. Donc voilà, ça marche relativement bien, et en plus c'est des contributeurs qui l'ont fait, donc comme quoi il n'y a pas que Google qui bosse sur Flutter. Ensuite, il y a une modification au niveau de la gestion des textes input, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir savoir précisément qu'est-ce qui est ajouté par le clavier. Donc là vous voyez, si je saute une ligne de texte, ça va me dire que j'ai inséré donc du texte, c'était à tel endroit, et voilà. Et si j'écris, ça fait ça. Si je le supprime, ça fait ce truc-là. Vous voyez, c'est ultra pratique. On va vraiment savoir qu'est-ce qui a été ajouté de manière ultra précise. Donc là-dessus, vous avez un exemple. Alors ça, je l'exécute ici, mais en réalité, c'est un exemple où vous avez le code à disposition. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors maintenant, côté Material Design 3 ou M3 d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les app bars, vous avez 2 sous-catégories, à savoir la possibilité d'avoir des
app-bars en small et des app-bars en medium, et c'est maintenant supporté. Donc ça ça fonctionne avec des slivers. Donc là je vous ai mis le code juste ici. Donc là j'ai mon sliver dans lequel j'ai dit j'ai envie d'avoir une app-bar qui est large. Et donc là-dessus, hop, c'est bien supporté. Donc ça c'est un nouveau composant. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir en medium. Hop. Et ça va fonctionner pareil de la même manière. Donc voilà, app-bar avec Material Design 3, ça fonctionne, sachant que si vous n'avez jamais fait de Material Design 3, dans votre thème, il faut toujours bien penser à dire que vous faites un Use Material 3 à True. Aussi dans les autres éléments qui ont été rajoutés, donc c'est le support des icon buttons en Material Design 3 et de même pour les chips. Donc voilà, c'est pareil ici. Là je vous ai codé un truc juste vite fait pour vous montrer. Ces trois composants là ont donc basculé maintenant vers Material 3. Et ensuite, élément super intéressant, alors moi j'utilise IntelliJ ou Android Studio, c'est pareil, mais très clairement il faut se dire les choses. Toutes les nouveautés maintenant arrivent du côté du plugin VS Code, je pense parce que la plateforme est beaucoup plus ouverte d'une manière générale. Et là-dessus, typiquement, ils ont une amélioration du côté de l'ajout des dépendances, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs packages à la fois, et ça va tout vous ajouter dans le PubSpec, bien comme il faut, sans que vous ayez rien besoin de faire. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose pour le coup qui pourrait être aussi sympa sur IntelliJ, mais bon, voilà, pour le moment, il n'y a rien qui arrive. Pour continuer, aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous avez des erreurs, en fait, de les catcher à un haut niveau côté Flutter. Comme ça vous permet, par exemple, de mettre un Crashlytics. Comme ça, dès qu'il y a une erreur, eh bien, vous allez la récupérer. Auparavant, ça fonctionnait avec les zones, et là, depuis Flutter 3.3, il faut utiliser maintenant le platform dispatcher.onError. Donc là, je l'ai géré ici. Donc moi, en l'occurrence, ici, je fais des prints. Alors volontairement, je fais crasher mon application, je crois en cliquant là. Hop, alors est-ce que voilà, ça me l'a généré. Donc là, j'affiche mes erreurs. Donc ce qui change, c'est qu'auparavant il fallait utiliser des zones. Maintenant, il faut utiliser donc ce platform dispatcher. Voilà, pour info, il y a cette petite modif. Ensuite, pour tout ce qui est plateforme Apple, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dernière version, la 3.3, c'est la dernière à supporter le 32 bits pour iOS. Donc c'est-à-dire que tous ces iPhones là et iPad sont encore supportés. Mais dès la prochaine version, ce sera plus le cas, ce sera que du 64 bits. Et côté macOS, il va avoir la même chose, à savoir que 10.11 et 10.12 ne seront plus supportés dans la prochaine version. Et pareil, le bitcode qui est interdit, qui va être interdit par Apple au niveau de la soumission des applications, là-dessus tout est bien géré désormais. Il vous explique éventuellement comment est-ce que vous faites pour le désactiver si vous aviez un vieux projet. On va terminer par Impeller qui est pour simplifier un nouveau moteur de rendu et qui est implémenté côté iOS, et très clairement on voit que ça s'améliore grandement parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, typiquement quand on lance des applications Flutter, il y a ce qu'on appelle du junk, c'est-à-dire de la latence sur des animations, des choses comme ça, et Impeller améliore beaucoup les choses. Alors jusqu'à présent c'était un projet à part, tout était différent. Maintenant ça rejoint Flutter et c'est disponible au travers un flag. Donc pour ça, en fait, c'est ultra simple à mettre en place. Vous avez soit la possibilité de faire un Flutter Run --enable impeller, soit dans vos applications, donc soit macOS, soit iOS, dans l'info.playlist, il faut rajouter ce truc-là. Côté Android, ce qu'ils indiquent, c'est que c'est encore en cours de développement et qu'une preview est même pas encore envisageable. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment si vous voulez faire de l'iOS. Donc typiquement, sur iOS, vous avez intérêt à builder avec Impeller, alors que sur Android, pour le moment, restez sur ce qui existe. Mais alors, quand je vous ai dit, vous avez intérêt, c'est pour vos tests, parce que voilà, pour le moment, ça reste une preview, c'est avec des flags, donc c'est pas encore stable ni quoi que ce soit. Donc vraiment à faire attention. Juste avant qu'on termine, un petit truc à savoir, regardez bien aussi les breaking changes de Flutter 3.3 parce qu'il y en a deux. Donc ici, voilà, un premier qui concerne l'image provider et le second qui concerne le scroll controller pour ce qui est du desktop. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que vu que c'est des breaking changes, il va falloir changer des choses dans votre code. Donc voilà, c'était toutes les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Flutter 3.3 et Dart 2.18, sachant que ici je vous ai fait une petite liste de tout ce qui était dans le changelog, dans les release notes et que je vous avais pas parlé. Donc je vais essayer de regarder un peu tout ça et en extraire des fonctionnalités qui sont intéressantes. Et pour le coup, je vous ferai à nouveau une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, grosso modo, si on devait récapituler qu'est-ce que c'est que Flutter 3.3, c'est une version
intermédiaire. Il y a des nouveautés intéressantes, mais voilà, si vous passez pas à Flutter 3.3, c'est pas grave, là-dessus il n'y a aucun souci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle de certaines choses en particulier. Comme je vous ai dit, moi je vais regarder tout ce qui est là-dedans, et en fonction je ferai une petite vidéo, voire même plusieurs s'il y en a vraiment trop. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.